Bonjour tout le monde, il est 11 heures et bienvenue du coup sur ce deuxième webinaire UPS consacré à l'entrepreneuriat féminin. Je me présente très rapidement, je m'appelle Stella Akakpo, je suis athlète olympique en équipe de France d'athlétisme depuis une dizaine d'années et fondatrice du média féminin We Are Great qui donne la parole aux femmes. Alors, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour échanger autour de l'entrepreneuriat féminin et des différentes barrières que les femmes qui entreprennent en France peuvent rencontrer. Nous aurons l'occasion de découvrir plusieurs portraits et parcours de femmes inspirantes, mais aussi de découvrir les différents programmes, ateliers et dispositifs déjà mis en place et existants qui pourront vous accompagner. Alors, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir nos intervenants. Il y aura parmi nous Chiara Candy, conférencière et spécialiste du leadership et de l'entrepreneuriat au féminin. Damien Walker, directeur des opérations et des filières à la CCI régionale de Paris-Île-de-France. Alexandra Lavergne, fondatrice de ALM Capital et conseillère pour les directions générales dans différents secteurs. Nous aurons aussi Fanta Sangaré, consultante et coach en entreprise. Et nous terminerons avec Amel Kemissi, fondatrice de la start-up Osmosis. Donc, bienvenue tout le monde. Pour rappel, vous pouvez retrouver le lien du premier webinaire pour avoir un fil conducteur sur la chaîne YouTube UPS et vous pouvez tout au long de cette session poser vos questions auxquelles nous répondrons à la fin de ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Chiara Candy qui va se présenter et nous donner un état des lieux du marché et des difficultés que les femmes peuvent rencontrer sur leur parcours. Bonjour Chiara. Bonjour, enchantée tout le monde, je suis ravie d'être là. Je m'appelle Chiara et j'ai une quinzaine d'années d'expérience sur toutes les questions d'égalité homme-femme, diversité, inclusion et entrepreneuriat féminin aussi. Et j'ai porté pendant de nombreuses années une association que j'ai créée qui s'appelle Led by Her, qui travaille sur la réinsertion professionnelle des femmes qui avaient subi des violences par l'entrepreneuriat. Je suis ravie de partager mon expérience sur les sujets et de vous donner un petit topo sur la situation aujourd'hui. Super, Chiara, merci pour cette introduction. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres rapides sur le marché actuel de l'entrepreneuriat féminin? Comment il se porte aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc l'entrepreneuriat féminin, aujourd'hui, les femmes représentent 32% des entrepreneurs en France. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est plutôt mauvais, plutôt bon par rapport à le reste de l'Europe? Et c'est à peu près la moyenne de l'Europe. Sauf qu'il y a des différences. Par exemple, si on parle de femmes dans des startups, qui est quand même un secteur spécifique dans l'entrepreneuriat, on voit que, par exemple, les femmes sont présentes ici en France à environ 15%. Et par exemple, en Autriche, elles sont à presque 30%, 34%. Donc, euh, donc voilà, donc certains pays font un peu mieux que la France sur certains créneaux d'entrepreneuriat. Mais si on prend juste la moyenne, en fait, on est sur la moyenne européenne. On peut penser que l'entrepreneuriat, c'est pour des jeunes, mais en fait, l'âge moyen de l'entrepreneur en France, c'est 42 ans. Et c'est 41 ans pour un homme. Donc, pas grande différence sur SSG. Et on voit que les femmes entreprennent beaucoup plus dans les territoires outre-mer. Et je trouve que c'est une statistique importante parce que ça montre un entrepreneuriat probablement des nécessités. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas probablement des opportunités sur les marchés de travail, donc ce qui force plusieurs femmes à faire le choix d'entreprendre et d'avoir le courage d'entreprendre parce qu'elles n'ont pas d'autre option. Et on voit qu'en France, on a un taux plus élevé de femmes entrepreneurs en Bretagne, Normandie et Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça peut être surprenant que ce n'est pas la région parisienne qui a les plus de femmes entrepreneurs. Il y a aussi une statistique qui est importante à prendre en compte, et c'est que les femmes sont beaucoup plus présentes quand on regarde les sociétés civiles que les SAS. Donc, beaucoup plus de structures petites et beaucoup moins de grandes structures, et qu'elles sont très présentes sur certains secteurs, par exemple l'industrie de l'habillement, fabrication des textiles, où elles sont à
16,5%, mais et d'autres services à la personne, actions sociales, voilà, elles sont très nombreuses. Et puis dans d'autres secteurs, comme par exemple la réparation et installation des machines d'équipement, travaux de construction, captage et traitement et distribution d'eau, elles sont très peu présentes. Donc on voit qu'il y a des grandes disparités en fait sur où elles sont et où elles sont absentes. D'accord, super. On va passer à la slide suivante. Euh, alors, on peut s'apercevoir que les femmes sont autant attirées par l'entrepreneuriat que les hommes, mais elles sont seulement 30% à franchir le pas. Comment cela s'explique? Oui, je trouvais cette statistique très intéressante parce que cela montre qu'il y a une appétence pour l'entrepreneuriat de la part des femmes. Donc, il y a autant de femmes que d'hommes qui souhaitent devenir entrepreneurs, mais les femmes représentent juste 30% des entrepreneurs et les hommes 70% des entrepreneurs. Donc, il y a quelque chose qui freine les femmes et qui les empêche de devenir entrepreneurs malgré cette volonté. Donc, et je pense que c'est là où les programmes d'entrepreneuriat peuvent vraiment rentrer en jeu et combler cet écart. D'accord. Et ça consiste en quoi alors ce programme? Alors, voilà la solution que je propose. Moi, j'ai passé de nombreuses années à travailler sur un programme d'entrepreneuriat féminin et j'ai pu rencontrer nombreux acteurs et actrices sur l'entrepreneuriat féminin en France, mais aussi à l'étranger. Et je trouve que quand on veut créer un programme d'entrepreneuriat féminin, il faut avoir ces quatre éléments qui sont absolument nécessaires pour créer un programme efficace. Donc, d'abord, il faut apporter des cours de soutien de la formation. Donc, il faut donner de l'expertise à l'entrepreneur sur comment créer son business qu'elle n'a pas. Et donc, ça, c'est par des cours, ça peut être par des ateliers collectifs. Voilà, mais il faut créer un programme et donner des outils. Après, il faut mentorer individuellement la personne pour l'accompagner dans ces challenges spécifiques parce que chaque entrepreneur a ses propres épreuves et donc a besoin d'être guidé sur ce chemin. Après, il faut créer une communauté ou un réseau. Donc, c'est-à-dire qu'une entrepreneur ne réussit pas souvent si elle est seule. Donc, elle a besoin d'être bien entourée et d'avoir aussi un réseau qui l'aidera, qui la soutiendra avec des problématiques, mais aussi qui l'aidera à accéder, par exemple, à des opportunités, à des personnes qui pourraient, ou des business qui pourraient prendre ces biens et services. Donc, les réseaux est très, très important pour la réussite des entrepreneurs, surtout au début. Et enfin, les fonds, parce que sans les financements nécessaires, les entrepreneurs n'arrivent pas à alimenter leur business au début, surtout si il faut avoir un investissement et beaucoup de business demandent un investissement initial. Et ce que je souligne, c'est que c'est important d'avoir tous les quatre ensemble parce que souvent, si on a du mentorat, si on a des fonds, si on a un réseau, mais si on a des cours, mais si on n'a pas tout l'ensemble, il y a quelque chose qui manque et l'entrepreneur ne va pas réussir. D'accord. Alors, ces 4 points qui constituent le programme d'entrepreneuriat efficace, est-ce qu'ils peuvent pallier aux différents obstacles que les femmes rencontrent dans leur parcours d'entrepreneur? Oui, absolument, absolument. Et c'est pour ça qu'il faut répondre avec ces quatre structures parce que, par exemple, si on donne à un entrepreneur des fonds, mais la personne n'est pas préparée et n'a pas les bonnes expertises ou elle n'a pas les bons réseaux pour après vendre ses produits, les fonds ne seront pas, qu'on donne ne seront pas efficaces. Donc, est-ce qu'on peut aller à la diapo suivante? Désolée. Oui, bien Merci. sûr, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà, donc c'est nécessaire d'avoir tous les quatre ensemble. Et je veux souligner les obstacles que j'ai vus auxquels font face les femmes entrepreneurs. Donc, il y a une grande difficulté à lever des fonds. Il y a un grand écart par les fonds, si on parle des fonds levés par les hommes et par les femmes. Euh, et il y a aussi une absence importante de structures d'accompagnement pour les entrepreneurs femmes.
Et je souligne qu'il y a aussi des besoins différents euh, qui sont exprimés par des femmes entrepreneurs, qui ne sont pas prises en compte par des structures d'accompagnement qui sont mixtes. Donc, à mon avis, il faudrait avoir plus de structures d'accompagnement qui sont désignées pour les femmes. Et si on va avoir souvent dans les statistiques des structures d'accompagnement qui sont mixtes, on verra qu'il y a un très faible pourcentage de femmes entrepreneurs. Donc, ça veut dire qu'elles ne se sentent pas à leur place ou que ça ne répond pas à leurs besoins. Et donc, à mon avis, dans la situation dans laquelle on est, on doit créer plus de structures qui sont adaptées. Il y a aussi une concentration de structures d'accompagnement. Donc, Paris, il y a beaucoup de structures et peut-être dans d'autres villes, il y en a beaucoup moins, ce qui arrive souvent. Pour moi, il n'y a pas assez de soutien pour les femmes entrepreneurs. Donc, on voit beaucoup qui désistent, qui essayent et qui désistent. Il y a aussi une difficulté d'accès au réseau. Donc, comme j'ai parlé, une des grandes difficultés quand on débute dans sa carrière d'entrepreneur, c'est qu'il faut trouver des personnes à qui vendre ses biens et ses services, parce que si on n'a pas des rentrées importantes d'argent, ça sera difficile d'assurer la pérennité de son activité et de démarrer. Donc, c'est très important de donner cet accès aux biens et services, mais beaucoup d'entrepreneurs galèrent beaucoup si elles ne sont pas bien accompagnées pour trouver ses premiers clients. Donc, après, il faut aussi donner de l'aide, à mon avis, à toutes les étapes. Donc, souvent, on se plaint qu'on n'a pas suffisamment de projets intéressants à financer, mais les financements, souvent, viennent beaucoup plus tard. Donc, on doit démarrer avec la phase d'idéation, soutenir les femmes qui ont un projet, qui ont une idée, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et après, on doit les aider dans le développement, donc à toutes les phases de maturité d'un business. Et après aussi, on doit aider les femmes qui ont déjà des entreprises et qui doivent donc se concerner avec la croissance. Et le dernier point pour moi qui est important, c'est aussi que les femmes restent très minoritaires quand même dans l'entrepreneuriat. Et donc, il y a un très fort complexe et difficulté de réussite parce qu'il n'y a pas suffisamment de rôles modèles, parce que il n'y a pas suffisamment de femmes qui sont présentes dans le financement. Ok. Et donc, il y a un grand problème aussi qui est lié au fait qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas si présentes dans l'entrepreneuriat en général. D'accord, alors on va avancer avec la slide suivante. Si on fait un constat général, il semble que les femmes, elles aient moins tendance à entreprendre. Comment on peut pallier aux différentes difficultés qu'elles rencontrent sur leur parcours avec les obstacles que vous venez d'énoncer? Alors, donc, je trouve Rapidement, que on va aborder rapidement quelques points qu'elles peuvent faire pour justement pallier à ça. donc, La slide alors, suivante. voilà des solutions que je peux offrir, où je vois des possibilités, opportunités pour accompagner les femmes entrepreneurs. Donc, à mon avis, il faut créer des événements basés sur l'innovation pour offrir des opportunités aux femmes, donc type hackathon, parce que cela ouvre aux femmes l'idée qu'on peut devenir entrepreneur, on peut tester son idée, et puis en allant à des événements comme ça, on s'habitue aussi à des nouveautés, à des nouvelles idées dans l'entrepreneuriat. On apprivoise un peu l'entrepreneuriat aussi par ce type d'événements. Après, il faut créer un réseau avec des entreprises locales qui pourront soutenir l'entrepreneuriat, également par l'achat des produits et services. Donc ça, je pense que c'est très important parce que, comme j'ai dit, c'est important d'aider les femmes avec des outils et du mentorat, mais si on n'arrive pas à leur faire vendre des produits, ça ne va pas aller trop loin. Je trouve que les structures de soutien doivent être plus adaptées aux besoins des femmes entrepreneurs. Il faut plus de structures qui sont uniquement pour des femmes entrepreneurs. Et après, il faut aussi considérer l'environnement, la culture, etc. Et aussi les politiques publiques autour. Donc, il ne faut pas oublier ça. Après, je pense que les mentorats ne suffisent pas. Ce n'est pas suffisant de juste mentorer des personnes. Il faut aussi donner de l'expertise et des compétences concrètes sur lesquelles les femmes peuvent construire leur business.
Et en plus, je pense que c'est important de ne pas passer à côté du développement personnel de la femme entrepreneur parce que ces individus sont aussi des personnes qui vont faire face à des difficultés dans la création et qui vont rencontrer des challenges. Donc, pour moi, c'est important d'inclure les coachings et les développements personnels et de séparer aussi les rôles des mentors et des coachs dans l'accompagnement et de fournir un coaching qui soit plus personnel et un mentorat qui soit plus technique sur les projets. Parce que, à mon avis, les programmes doivent travailler sur l'individu et sur les projets en même temps. Super, Kia. On va devoir avancer un peu. Est-ce qu'on peut dire un mot de la fin sur l'entrepreneuriat? Comment il se porte aujourd'hui? Il se porte bien, les choses avancent doucement, mais est-ce que les choses vont vers l'avant? Alors, est-ce que les choses vont vers l'avant? Je trouve que les choses vont toujours vers l'avant. Ceci dit, ça n'avance pas très vite, donc on reste sur les mêmes statistiques. Les statistiques n'ont pas vraiment changé depuis des années. Et c'est pour ça que je pense que les meilleurs leviers pour l'accélération de l'entrepreneuriat soit vraiment d'investir sur des programmes d'accompagnement qui ont les 4 éléments, comme j'ai dit, et qui sont destinés spécifiquement aux Aux besoins des femmes. femmes entrepreneurs. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. Tous ces chiffres et ces points nous démontrent que cela nécessite d'être accompagné. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec Damien de la CCI, qui s'engage depuis 15 ans au service des entrepreneurs et des territoires. Bonjour Damien. Bonjour Stella, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter un peu l'expertise de la CCI? Oui, alors rapidement, c'est toujours un défi puisque la Chambre de commerce est mandatée par l'État et est mise sous tutelle par l'État, le ministère de l'économie pour ne pas le citer, pour accompagner les chambres de commerce, pour accompagner les entrepreneurs. Et quand je dis entrepreneurs, c'est entrepreneurs et entrepreneuses, bien sûr. Et puis, c'est à tout état de la maturité du projet puisque c'est et du projet et de l'idée jusqu'à la croissance et la transmission de son entreprise à X années plus tard. Donc, on est vraiment dans toutes les étapes de l'aventure entrepreneuriale. Mais la Chambre de commerce, et pour vous dire 2-3 mots, c'est d'abord la maison des entreprises. C'est d'abord la maison des entreprises parce qu'elle est gouvernée par des entrepreneurs qui sont élus pour un mandat de 6 ans. Et on a la chance depuis 6 mois d'avoir une femme à la présidence de la CCI 75, la CCI de Paris, par exemple, au nom de Soumia Malembo, mais qui est très entrepreneur autour des questions des femmes, justement, les femmes entrepreneurs. Et il y a eu d'ailleurs un séminaire et une matinale dédiée à cette thématique pas plus tard que la semaine dernière. La Chambre de commerce, et on le méconnaît souvent, c'est 19 écoles. C'est les grandes écoles de HEC, les SEC et le SCP Europe, pour ne pas les citer. C'est les Gobelins, c'est Ferrandi, l'école de cuisine. Donc, quelques CFA également au niveau de la région. C'est bien sûr de l'accompagnement des entreprises et on va faire un zoom sur cette partie-là pour identifier tous les parcours. Et alors, rapidement, quels sont les chiffres importants? Ouais. On ne va pas tous les citer, mais quels sont les chiffres les plus importants? C'est beaucoup d'alternants, beaucoup d'apprentis qu'on place dans les entreprises parce qu'on crée les métiers de demain à travers les écoles et les formations que nous mettons en place. On le méconnaît, mais des études et des prises de position. Alors j'appelle ça l'outil lobbying, en tout cas l'étude et les prises de position au niveau des lois, des décrets, des études et des cahiers, des autosaisines qu'on puisse faire pour accompagner à chaque fois sur des thématiques, que ce soit la fiscalité, le recrutement, etc., pour accompagner les chefs d'entreprise et pour faire évoluer dans le bon sens les différents leviers législatifs. Et puis, on le méconnaît aussi, mais c'est toute la partie congrès et salon. On a 10 centres de congrès, en commençant par Porte de Versailles, Porte Maillot, Villepinte, etc. Et donc, on est à 50% avec Vie Paris et la Chambre de commerce à exploiter ces différents lieux-là. Voilà pour ce qui était des 3 grandes thématiques qu'on méconnaît souvent d'une Chambre de commerce, parce que la thématique qu'on connaît le plus, et c'est celle qu'on va voir tout de suite sur l'autre slide, c'est justement tout ce qui est expertise et soutien à l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, vous réveillez le matin ou pas, mais vous avez une idée, juste un projet, une idée de business ou de projet, même à ce stade-là. La Chambre de commerce vous accompagne collectivement ou individuellement à travers différents parcours.
d'une manière, pour la première partie, totalement gratuite, parce que financée par Pôle emploi, par l'État et par d'autres tiers financeurs qu'on va chercher comme l'Europe et la région. Et donc, souvent, les expertises de la Chambre de commerce, l'accompagnement de la Chambre de commerce sont souvent gratuites. Donc, ça commence par, bien sûr, des réunions d'information. Et ça, je vous invite à y venir. On a un accompagnement individuel où là, on va travailler un peu plus sur votre business plan parce qu'il est toujours intéressant d'avoir un business plan avant d'aller voir sa banque et pour affiner le projet, tant sur les chiffres que sur l'étude de marché et le mix marketing. Et donc là-dessus, on a un programme qui s'appelle l'Entrepreneur Leader 1 qui est cofinancé par la région, donc à 70 €. Vous avez un accompagnement avec plusieurs réunions individuelles, des rendez-vous individuels avec les experts de la création. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez un stage 5 jours avec à chaque fois des demi-journées et c'est en présentiel. Vous êtes une quinzaine, une vingtaine dans la salle. C'est pris en compte, par le CPF, hein, comme ça c'est gratuit pour vous. Et vous avez à chaque fois, on va parler financement avec un banquier, on va parler assurance avec un assureur, on va parler business plan bien sûr, on va parler numérique, une demi-journée sur le numérique, sur savoir comment accompagner et comment mettre en place la stratégie numérique. Donc il y a un certain nombre de thématiques qu'on traite à travers ce stage 5 jours. Et il y en a plus d'un par mois dans les locaux de la CCI, donc vous y trouverez chaussures à votre pied. Et puis voilà, jusqu'à la création. Après, il faut s'immatriculer et là, il y a plusieurs moyens de le faire. Vous le faites soit sur Internet, et d'ailleurs, il y a une plateforme qui va sortir prochainement qui permettra de s'immatriculer sur Internet. Soit vous voulez vous faire accompagner sur le choix de vos statuts, sur les différentes parties administratives d'immatriculation. Et là, bien sûr, encore une fois, la Chambre de commerce dispose d'une expertise pour vous accompagner sur l'immatriculation. Et vous voilà maintenant immatriculé et dans la vraie vie d'entrepreneur. Et donc là, il y a un certain nombre d'expertises que nous pouvons vous proposer. Alors, les expertises, c'est les expertises qu'on retrouve ou que vous retrouverez dans votre vie d'entrepreneur. C'est-à-dire, on peut commencer par des expertises autour du financement, parce que c'est aussi un vrai sujet. Et donc, on a des experts financement privé avec des partenaires avec un certain nombre de banques et des financements publics, parce qu'il y a un certain nombre de financements publics, il faut les chercher, que ce soit au niveau de l'État et ou de la région et d'autres organismes. On a aussi, pour ceux qui le souhaitent, des chèques. Alors, par exemple, on administre le chèque vert et le chèque numérique de la région. C'est des petits montants, hein, c'est 1 500 € de subvention, mais quand on commence, c'est toujours bon à prendre et c'est très simple à aller prendre avec 2-3 papiers à mettre sur les sites internet. Donc, on accompagne les entrepreneurs sur le financement, que ce soit du gros financement ou du petit financement. Et on a une dizaine d'experts autour du financement à la région. Le financement, c'est important. Oui, c'était là. Alors, super. Est-ce que vous proposez des programmes en fonction des différents secteurs d'activité? Oui, effectivement. Alors, par exemple, quand on est commerçant, je ne sais pas s'il y a des commerçants qui nous écoutent, mais quand on est commerçant, on a des formations obligatoires d'ailleurs pour les permis d'exploitation et d'hygiène pour les restaurateurs. On a un club des restaurateurs qu'on est en train de lancer, où on réunit une cinquantaine de restaurateurs par mois, une fois par mois, et on va visiter des lieux inspirants. On fait venir des startups qui leur expliquent les dernières innovations dans les restaurants. On a par exemple un parcours startup. On a tout un programme autour des startups. On a des incubateurs où vous pouvez venir être incubé pour le développement de votre startup. Et puis avec des expertises spécifiques startup d'accompagnement individuel ou d'office hour. Et puis on a aussi un club startup où l'idée c'est aussi de parler avec une communauté qui nous ressemble, qui nous ressemble parce que plus la communauté ou le profil de l'entrepreneur se ressemble, mieux les partages se font. Hein. D'ailleurs, vous parlez tout à l'heure de l'entrepreneuriat au féminin. C'est tout un dispositif qu'on lance aussi. On crée un réseau et on le lance à la fin de l'année, un réseau autour de l'entrepreneuriat avec des thématiques spécifiques et quelques dizaines de femmes entrepreneurs, jeunes entrepreneurs de 0 à 3 ans qui vont pouvoir intégrer ce réseau et bénéficier une fois par mois de réunions collectives avec des experts spécifiques autour de thématiques qu'elles auront choisies ou qui seront imposées par rapport à ce qu'on ressent au niveau des besoins des femmes chefs d'entreprise. Alors, pour finir, est-ce que vous pouvez différencier les programmes d'accompagnement individuels et les programmes d'accompagnement collectif?
L'individuel, alors nous, chaque entreprise est par nature différente et a ses propres besoins et difficultés. Donc, on les accompagne. Je parlais du financement, je pourrais parler du numérique, je pourrais parler de l'écologie, je pourrais parler de l'international, de l'industrie. On a tout un parcours autour de l'industrie aussi. On a tout un parcours aussi autour de l'entreprise en difficulté, hein, parce qu'il faut savoir aussi se réveiller à temps quand les voyants commencent à être orange. Et donc, on les accompagne dans ce sens-là. Ça, c'est l'accompagnement individuel parce que chaque cas est différent et on a des expertises là-dessus. Il y a de l'accompagnement effectivement collectif où là, c'est des programmes qui s'appellent soit Club, soit Boost. Et c'est des programmes entre 6 mois et 12 mois où les entreprises, autour d'une vingtaine, se retrouvent pour parler des différentes thématiques. Madame, avant moi, l'intervenante avant moi, parlait de développement personnel qui est particulièrement importante et c'est effectivement une clé de solution. Et on lance un boost développement personnel à la rentrée de septembre-octobre. Et donc, femmes et hommes, hein, c'est pas exclusivement réservé aux femmes, mais j'invite toutes les femmes effectivement à adhérer à ce boost-là parce que c'est particulièrement important aussi d'avoir confiance et de trouver les clés de développement personnel pour être totalement épanoui dans son aventure entrepreneuriale. Super. Alors, où est-ce qu'on pourrait s'inscrire à ce programme au mois de Alors, vous septembre? avez bien sûr le site internet de la CCI. Hein, vous marquez CCI de Paris, par exemple. Ça dépend de votre lieu d'implantation, mais la CCI de Paris lance un parcours là-dessus au mois de septembre-octobre. Vous retrouvez toutes les coordonnées et on pourrait même, je crois, sur ce parcours comme d'autres, s'inscrire directement en ligne. Voilà. Super. Merci beaucoup, Damien, pour cette présentation. Alors, au-delà de l'accompagnement institutionnel, il y a aussi le consulting et le coaching qui sont portés par les deux prochaines intervenantes, Alexandra et Fanta, qui ont toutes les deux un parcours d'excellence. Alors, tout d'abord, Alexandra Lavergne, vous êtes diplômée d'Oxford University. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alexandra, je ne sais pas s'il y a un petit problème. Excusez-moi, petit problème technique pour revenir, désolée. Oui, je me présente rapidement, bien sûr. Merci Stella, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'ai effectivement un parcours d'études à l'international et j'ai une approche très financière puisque j'ai pu commencer ma carrière en Chine pour revenir en France pour intégrer un cabinet parisien et mondial qui est le cabinet Mazars pendant 12 ans. Donc, sur des approches extrêmement financières comme le commissariat aux comptes, l'audit et l'accompagnement et l'expertise, pour ensuite reprendre la direction d'un groupe de chocolatiers-pâtissiers, en gros dans le food sucré, pour restructurer ce groupe et l'étendre en France et à l'international avec de la croissance externe. Et je mets aujourd'hui à cœur de partager les compétences que j'ai pu développer pendant ces petites 20 dernières années au service d'entreprises dans différents secteurs d'activité. Merci beaucoup, Alexandra. Fanta, vous êtes passionnée de développement humain et vous accompagnez différents managers à conjuguer leurs talents et leurs valeurs en challengeant leur carrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours? Sur mon parcours? Oui. Sur vous, votre personne. Absolument. Qui vous êtes? Alors, je suis aujourd'hui consultante coach en entreprise et en école supérieure. Je forme également au management et au leadership. Je mentore des jeunes diplômés sortis d'écoles, de grandes écoles, qui sont en difficulté face à un réseau assez limité pour trouver leur premier emploi. Et je mentore également des femmes porteuses de projets, des entrepreneurs. Et je suis la co-créatrice d'un podcast de survie des managers d'aujourd'hui qui s'appelle Éclairage, que j'ai créé avec Sabine Sébugy. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après 25 années d'expérience en entreprise, moi j'ai été formée en école de commerce avec une spécialisation en marketing stratégique et opérationnel. Et j'ai à un moment donné dans ma carrière fait le choix de switcher vers l'entrepreneuriat, tout simplement parce que je suis animée par le développement humain. Je suis passionnée de développement humain. Je me définis comme une stratégiste. L'idée, c'est effectivement permettre à ces managers, c'est ma cible prioritaire, hein, ces managers qui sont en entreprise, soit les aider à faire équipe autrement,
en tenant compte de qui ils sont au sein de leur structure, soit de les accompagner vers un switch professionnel, l'entrepreneuriat, sur la base toujours de qui ils sont, leurs talents, leurs valeurs et le sens qu'ils souhaitent donner à leur carrière professionnelle. Donc, je suis à la fois consultante, coach, formatrice, mentor, et j'aide à conjuguer effectivement talent et valeur. Une triple casquette. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'approfondir un peu plus dans quelques minutes. Je vais vous redonner la parole, Alexandra. Vous avez une réelle expérience de consulting en stratégie auprès des startups. Alors, au-delà de la préparation classique d'une nouvelle activité, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, parce qu'effectivement, c'est une question importante puisque l'approche de base, elle va être la même que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et Chiara et Damien qui l'ont présenté avant le prouvent bien. Il va y avoir des biais des biais féminins sur lesquels il va falloir lutter. Mais voilà, au-delà d'un BP classique avec mon background financier et cette approche, effectivement, les points que je voudrais mettre en évidence ici et sur lesquels j'invite les personnes qui nous écoutent à s'interroger quand elles sont dans cette création d'entreprise ou si elles l'ont déjà créée. Donc, quel que soit le stade d'avancement de votre entreprise, c'est tout d'abord bien penser sa stratégie et sa gouvernance. Alors, je sais que Damien a abordé le point rapidement, je vais aller un peu plus en détail, donc sur tout ce qui est initiation de la société avec ses statuts, ses pactes d'actionnaires, etc. C'est un gros point d'attention que je souhaite mettre en évidence parce que souvent, c'est quelque chose qui est vu quand on crée sa société comme un corpus de règles est assez inefficace et assez rébarbatif, pour être honnête. Finalement, c'est quand on en a besoin qu'on l'utilise et c'est souvent quand on traverse une crise qu'on a besoin de se référer à ce genre de choses. Donc, surtout si vous êtes dans un format associatif, je mets un gros point d'attention sur cet élément-là si vous êtes toujours à cette étape de création d'entreprise. D'autre part, le financement qui a été également évoqué par Damien et Chiara. Donc, ça a été vu en détail, mais l'idée ici, mon point serait surtout de bien déterminer quel est votre apport, que ce soit en temps ou en argent, de voir quels sont les emprunts bancaires, les subventions qui ont été évoquées par la CCI, les business angels, les levées de fonds. Là, on va encore retrouver ici un biais, je dirais, féminin, dans une approche qui apparaît classique, le financement. Pour donner un chiffre complémentaire évoqué par Chiara, en France, en 2019, Chiara évoquait 15% des femmes entrepreneurs dans les startups. Sur ces 15%, 13% seulement des start-upers qui ont levé des fonds sont des femmes. Donc, ça veut dire que c'est une grosse majorité des startups montées par des femmes qui lèvent des fonds. Néanmoins, on voit évidemment qu'il y a un énorme biais entre les 13% des femmes et la partie masculine. Donc, très clairement, bien penser ça ab initio et je dirais vraiment avoir en tête ce financement à long terme. C'est-à-dire qu'il va y avoir les besoins immédiats pour constituer la société, mais ne pas hésiter à se projeter loin. Encore une fois, c'est peut-être un biais féminin que d'être prudente et de voir les choses par étapes. Néanmoins, quand on arrive à se projeter beaucoup plus loin, on peut prendre des décisions différentes parce qu'on va avoir un plan à horizon moyen ou long terme qui peut différer du court terme. Il peut vraiment y avoir un conflit entre court terme et long terme sur ces éléments-là. Donc, je vous invite à bien réfléchir sur ces points-là. Et ensuite, bien poser vos principes clés de gouvernance. Là, je dirais le contexte est plutôt favorable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'ensemble de vos partenaires, que ce soit vos banquiers, vos investisseurs, vos salariés, vos clients, vos fournisseurs, vont regarder vos performances économiques, certes, qui vont se baser soit sur votre BP, soit sur vos réalités économiques, soit sur vos bilans, mais il va également regarder les moyens que vous avez mis en œuvre pour atteindre vos objectifs et atteindre la performance que vous communiquez. Et ça, c'est un élément, je dirais, très important et que je pense très favorable aux femmes. Donc, ça va sur tous les principes de la gouvernance, ça va sur aussi les principes de RSE, etc. Mais en synthèse,
on peut définir, il y a beaucoup d'éléments qui ont été écrits étant moi-même membre du comité de gouvernance du MEDEF national qui travaille sur ces sujets de gouvernance, il y a beaucoup de documentation disponible, mais vraiment en synthèse, on va avoir 6 points clés qui vont se baser sur la confiance, la cohérence en gros de votre action, de vos actions avec votre message. C'est la confiance qu'on va donner dans votre manière de diriger la société. La pluralité de vos talents. Là, clairement, cet atout-là n'est, à mon sens, plus à démontrer, mais ça reste important dans le sens où, je dirais, il faut bien choisir en tant que femme les personnes qui vont vous compléter. Osez bien choisir vos personnes, non pas forcément parce qu'on peut avoir tendance à recruter des gens qui vont vous ressembler. Je pense qu'il faut s'éloigner un peu de ce risque-là et aller vers l'inconnu en essayant vraiment de compléter ses compétences. Il y a ce fameux couple pouvoir et responsabilité où très clairement c'est un couple indissociable et ça va être un élément important pour l'ensemble de vos parties prenantes, encore une fois. La raison d'être de l'entreprise, là clairement, on est sur un des enjeux importants en ce moment. Pourquoi? Parce que ce soit vos investisseurs, vos salariés que vous allez recruter vis-à-vis de votre contribution au bien commun que l'entreprise que vous avez créée va apporter. Et ça devient vraiment un point essentiel du recrutement, surtout pour les plus jeunes générations. C'est là où vous allez mettre en évidence votre relation à l'environnement, où vous allez mettre votre relation à la parité au sein de votre entreprise. Vraiment, qu'est-ce que votre entreprise apporte au bien commun et à la société en général. Super pour ces premiers points, Alexandra. Vous insistez sur le fait d'être bien accompagné et de bien s'associer. Justement, Fanta, en tant que consultante coach, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à travers des principes de gouvernance clés dont parle Alexandra sur le fait de bien se connaître avant en tant qu'entrepreneur et personne avant de pouvoir se faire accompagner et de s'associer? Fanta, si vous pouvez activer votre caméra et le son. C'est bon? Oui. Très bien, merci. Merci Stella de me donner l'occasion de rebondir sur ce point-là. J'ai envie de commencer ma réponse par ma vision de la différence. Il y a une histoire, quand on est entrepreneur femme, il est question de mindset. Alors, pourquoi plus les femmes que les hommes? Je me pose encore la question. Que vous soyez la fille d'un ouvrier, d'un agriculteur, d'un provincial, d'un banquier ou que vous soyez la fille d'un parent venu d'ailleurs, que vous ayez changé de lieu de vie, comme passer du 9-3 à Neuilly-sur-Seine et inversement, que vous ayez été formé dans telle ou telle école, que vous soyez d'une classe sociale d'origine différente, que vous ayez évolué dans une double culture, ce qui a été mon cas. Je me suis posé effectivement énormément de questions sur ce que je voulais, comment j'allais m'y prendre, sur quel soutien et quelles ressources j'allais m'appuyer, les raisons pour lesquelles je voulais ce dont j'avais envie. Moi, de ma fenêtre, je considère aujourd'hui que vous, moi, nous sommes toutes confrontées à la question de la différence. Qui dit différence dit question du positionnement professionnel. Alors, quel sens il y a à effectivement distinguer l'entrepreneuriat féminin comme s'il existait un entrepreneuriat masculin? Ça, c'est un premier priorité. L'entrepreneuriat, lorsqu'on cherche à se démarquer sur son marché, on s'appuie justement sur nos différences. On se démarque en s'appuyant sur ce qui fait la différence. Et ce sont justement vos différences, vos spécificités qui, à mon sens, participent à votre positionnement professionnel. Alors, le positionnement professionnel, je peux en parler, hein, je suis très à l'aise sur le sujet. Chiara a cette casquette-là aussi. La diversité. Quand on parle de diversité, on sait aujourd'hui que la diversité est source de performance économique. Et j'ai appris très récemment en écoutant Saïd Hamouche, qui est le cofondateur de l'association
Mosaic RH, un cabinet de recrutement qui justement favorise la diversité, que le coût des discriminations en France est évalué, accrochez-vous bien, à 150 milliards d'euros par an. Ça représente 7% du PIB. Et dans ces discriminations, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve évidemment le handicap, les diplômes, les origines sociales, les origines territoriales, le sexe, les questions de genre, les orientations sexuelles, etc. Moi, quand j'ai décidé de switcher de mon poste de marketing manager chez EY, un cabinet d'audit et de conseil, pour devenir consultante coach indépendante, mes premières réflexions ont porté sur mon identité. Et là, je ne vous parle pas de ma couleur de peau ou de mes origines. Je vous parle de ce qui me définit profondément. Et là, je parle de mes valeurs fondamentales. J'évoque mes talents, ce que je me reconnais, mes limites, mes ressources internes, mais également mes ressources externes, mes modèles inspirants, ma raison d'être personnelle. Parce qu'évidemment, quand on quitte le salariat pour devenir entrepreneur, on cherche quelque chose. Il y a un sens à donner à ce que l'on fait. Et donc, ça amène à se poser les questions différemment. Et tous ces éléments que je viens de vous énumérer sont, à mon sens, des fondamentaux d'une entreprise qui, au démarrage, ne dépend que de vous, de votre état d'esprit. Alors, Fanta, vous dites aujourd'hui justement que vous marketez des hommes et des femmes, la personne que l'on est. Alexandra, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pensez que les femmes ont une façon différente de penser que les hommes? Alors, une façon de penser, c'est une question large. Oui, inévitablement. Je pense surtout que dans le domaine entrepreneurial, il y a un point qui est soulevé de manière assez récurrente parmi tous les intervenants, c'est qu'il y a le sujet de l'ambition et d'oser. Très clairement, je pense, et ça revient à la projection dont je parlais précédemment, qui est de dire essayer déjà d'entrée de jeu de voir loin. Les femmes sont globalement, alors, on parle de généralité, hein, évidemment, chaque cas est particulier et singulier, mais plutôt riscophobes. Donc, effectivement, elles vont moins oser, moins être ambitieuses, moins démontrer qu'elles sont encore plus capables que les hommes. Ça se retrouve même un peu d'un point de vue salarié, puisqu'il y a des exemples qui montrent qu'une femme va postuler à des emplois quand elle a 120% des compétences, alors qu'un homme va y postuler quand il en a 60%. Ça reste une généralité, chaque cas est particulier, mais voilà, globalement, ce point est très important pour oser aller grand et loin, je dirais. Super. Alors, Fanta, rapidement, est-ce que vous pouvez nous donner les 7 pôles de votre programme d'accompagnement de coaching? Oui, avec plaisir, Stella. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Bien sûr. Alexandra, mon expérience terrain m'a montré que, effectivement, une clé qui me semble super importante, c'est l'ambition. Alexandra, vous avez utilisé le terme. À mon sens, l'ambition est un sacré facteur clé de succès en entrepreneuriat. Selon moi, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un mot qui appartient aux hommes, c'est une énergie absolument redoutable contre les obstacles que l'on peut rencontrer sur son chemin. L'ambition pour moi, c'est rêver, c'est oser, c'est travailler, parce que l'entrepreneuriat, beaucoup de choses reposent sur vous, et c'est aussi lâcher prise, pour justement favoriser la créativité. Alors, pourquoi réserver cette énergie aux hommes aussi? Et si on en faisait une énergie qui renforce notre mindset? Et d'ailleurs, je dirais la même chose aux hommes, hein. On est tous confrontés à des obstacles. Alors, dans l'entrepreneuriat, pour répondre à votre question, Stella, dans l'entrepreneuriat, pardon, il y a la phase de l'avant-projet, où il faut penser à tout pour ordonner la préparation du projet. Il y a un excellent outil qui s'appelle le CQQ, c'est occuper, pour se poser les bonnes questions. Puis ensuite, il y a la phase effectivement de lancement. Les premières semaines, les premiers mois sont d'ailleurs des moments d'euphorie, je m'en souviens encore. Et puis, évidemment, les premières difficultés arrivent. Il faut trouver ses clients, il faut se faire payer, il faut passer des accords de partenariat, il faut challenger ses fournisseurs, il faut convaincre ses soutiens, réfléchir à la manière de
décoller, de rebondir suite à un échec, poursuivre la réussite, passer un cap. Et je l'ai vécu, et c'est ce qui me manque aujourd'hui, j'avoue, surmonter la solitude, surmonter évidemment les moments de doute, réfléchir, décider, agir et assumer ses choix. Pour rompre la solitude, j'invite à ne pas rester seul, pour faciliter justement la prise de recul et prendre des décisions stratégiques qui nous correspondent. Et ces questions, et j'invite également à se poser des questions à 3 niveaux. Soi-même, je crois que c'est Chiara qui l'abordait, hein, nous sommes des personnes en soi, individuellement. Des questions à un niveau porteur de projet, l'entrepreneur en soi, et puis des questions au niveau du projet. Pour cela, je propose un programme en 7 pôles. Le premier pôle, se connaître. Quelles sont mes valeurs, quels sont mes talents, quelles sont mes ressources, quelles sont mes qualités, mes défauts, mes convictions, mes croyances limitantes, faire vraiment un point là-dessus, de façon à voir d'où on part. Poser sa vision, le second pôle, d'où je pars pour aller vers où, histoire de garder le cap, quoi qu'il arrive. Inscrire sa raison d'être est le troisième pôle de mon accompagnement. Pourquoi je fais ce que je fais? Permettre à chacun d'être heureux à sa juste place, c'est fondamental. Pas celle imposée par les injonctions de la société ou de son entourage, mais celle qui provient vraiment d'une conviction interne. Et puis, il y a également le fameux pôle études de marché. C'est un gros mot, c'est un mot qui peut paraître effrayant parce qu'il est énergivore, il demande d'investir pas mal de temps, argent, énergie. Hein. L'objectif étant vraiment de bien connaître du bout des doigts la cible que l'on souhaite accompagner. On ne peut pas, en tant qu'entrepreneur, accompagner la terre entière. En revanche, si on prend le temps de bien se connaître, si on a fait le point sur ce qui est fondamental pour soi, ses valeurs, alors il y a une cible très particulière qui nous correspond. L'objectif de cette démarche-là est justement de comprendre le processus d'achat de la cible que l'on souhaite acheter. Ce qui permettra de mettre en place un dispositif d'achat plutôt qu'un dispositif de vente. Se faire acheter ou vendre. Je pourrais développer à d'autres occasions si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Fanta. Et il y a un autre pôle qui concerne évidemment la proposition d'offres irrésistibles, celle à laquelle votre cible idéale ne peut pas se détourner. Et évidemment, comment est-ce qu'on les met en scène? Quel réseau social est-ce que j'utilise? Quel ton j'emploie? Quel mode de distribution j'utilise? Et tout cela découle de qui vous êtes, de votre vision, de votre raison d'être et de la connaissance que vous avez de votre marché. Un dernier pôle, un tout dernier pôle. Rapidement, il nous reste quelques secondes avant de passer à la prochaine. L'organisation de votre business. Prise de recul pour réfléchir et prendre le temps d'organiser son agenda. C'est fondamental. Une clé incontournable qui permet également de mettre en place des process, mais également de savoir qui fait quoi, quand, qu'est-ce que je délègue à qui et pourquoi. Merci beaucoup pour l'explication de ce programme. Il me semble que vous organisez des ateliers qui auront lieu bientôt. Donc, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, qu'on termine assez rapidement parce qu'il nous reste quelques secondes avant de passer à Amel? Entendu. Je propose pour les femmes entrepreneurs qui le souhaitent de faire un diagnostic de leur situation entrepreneuriale à titre personnel, mais en intelligence collective. Ça se passerait le 12 juillet de 12h à 13h15. Pardon. Vous aurez la possibilité de me demander plus d'informations en m'écrivant fanta@ccommcohérence.fr, une information qui vous sera précisée dans le mail que UPS vous adressera après le webinaire. Super, merci Fanta pour cette présentation et merci aussi Alexandra. Pour finir, nous avons la chance d'avoir le témoignage d'une jeune femme entrepreneuse, fondatrice de la start-up Osmosis, avec un parcours inspirant. Bonjour Amel, est-ce que tu peux te connecter? Merci d'être là, bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, parcours inspirant, victime de violences conjugales, vous décidez de créer la start-up Osmosis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous en dire plus sur le parcours ou plutôt sur la start-up?
On va faire un mix des deux parce que sans le parcours, il n'y a pas la start-up, si j'ai Oui, bien sûr. bien compris. C'est exactement ça, oui. Alors, effectivement, moi, je m'appelle Amel Kémissi. Je fais partie des déterminés déjà. Au-delà de l'asso qui m'accompagne, moi, c'est quelque chose qui me caractérise profondément. J'avoue que, oui, effectivement, j'ai été victime de violences conjugales pendant une dizaine d'années. Je suis aussi maman d'un petit garçon. Et quand j'ai pris la décision de quitter l'agresseur, le seul objectif de ma vie, ça a été d'être autonome. Autonome physiquement, affectivement, matériellement. Voilà, ça a été vraiment le seul objectif de ma vie. Et j'ai rapidement compris que l'entrepreneuriat, pour moi, ça allait être le moyen, en fait, d'atteindre mes objectifs. On va pas se mentir. Parce que déjà, moi, je suis handicapée à 80% et que le salariat, pour moi, c'était plus adapté. Et qu'effectivement, je voulais pas, je veux pas de plafond de verre, en fait. Je suis très ambitieuse, je rebondis un peu sur tout ce que les intervenants ont dit. Effectivement, je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Et moi, l'ambition, ça fait partie intégrante de ce que je suis et de ce que je veux être. Et donc j'ai décidé donc de créer l'Osmosis. L'Osmosis, c'est une start-up, en fait, c'est une solution. J'ai créé une solution à destination des propriétaires de locaux commerciaux et des investisseurs. Notre mission, c'est d'augmenter la rentabilité de leurs investissements et de leur faciliter la vie. Comment? En transformant les locaux en meublés de tourisme, donc en appartements, qu'on met ensuite sur Airbnb, Booking et ainsi de suite. Et ensuite, on s'occupe de la gestion. Quand on a connu la souffrance, il y a deux issues, je pense. Soit ça nous rend très empathiques, soit ça nous rend très aigris. Par définition, moi, ça m'a rendu hyper empathique et je peux pas continuer ma vie sans forcément aider les victimes de violences conjugales puisque je sais ce que c'est. Et donc, il y a 30% des biens transformés que j'alloue aux victimes de violences conjugales. Alors, ce n'est pas seulement une solution clé en main, c'est une réelle vision avec des valeurs, avec un impact sociétal. Ça vous tenait à cœur? Ouais, clairement, ouais. Au-delà de me tenir à cœur, en fait, je pense que si on ne donne pas de sens à ce qu'on fait, on ne tiendra pas. L'entrepreneuriat, c'est un peu, en ce moment, tout le monde en parle, on pense que c'est la solution, on pense que tout le monde peut le faire, mais c'est hyper difficile. Et donc, si on n'a pas de sens à tout ça, si on n'a pas de sens à tout ça, bah, on ne tiendra pas. Moi, je suis maman, j'ai une entreprise, je suis maman célibataire. Moi, tous les matins, je me lève à 4h30, en fait. Et du coup, forcément que j'ai besoin de sens à tout ça. Alors, en parlant de sens, vous dites que votre but, c'est de redonner du sens au mot foyer. Vous entendez quoi Oui. par ça? Moi, quand je me suis séparée, on m'a fait visiter des foyers. Forcément, en tant que victime, j'étais donc déjà maman d'un enfant il avait 3 ans à l'époque. Et quand j'ai visité les foyers, en fait, c'était tellement insécure, c'était tellement insalubre que je me suis dit que si réellement j'allais là-bas, j'allais rater ma vie. Je pouvais pas, en fait. Je pouvais pas imaginer parce que je pense que vraiment l'environnement est important. L'environnement dans lequel on évolue est hyper important. Je prône l'autonomie, je prône pas l'indépendance à tout prix. L'indépendance à tout prix, il y a personne qui se fait seul. Il y a personne qui réussit seul. C'est pas vrai. Donc voilà, mon but vraiment, moi, j'ai pas comment dire, l'ambition de dire que moi, je vais régler tous les problèmes concernant la violence conjugale ou quoi que ce soit. Par contre, ce que je préconise et ce que je veux essayer, moi, pour le coup, c'est de mettre à disposition des lieux de vie, un environnement sain dans lequel les femmes puissent se reconstruire et puissent avoir d'autres horizons, en fait. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ton projet? Actuellement, vous en êtes où? Alors moi, ça fait 1 an que la startup elle est créée. Je suis lauréate French Tech Tremplin. Il y a le Crédit Agricole aussi qui a décidé de me suivre. Là, je suis en pleine première levée de fonds, un premier tour, et je rejoins d'ailleurs Alexandra par rapport à ce qu'elle disait sur la levée de fonds. Tout ça, c'est vrai que pour une femme, c'est un peu plus compliqué, surtout dans l'immobilier. Voilà, là pour l'instant, vraiment, j'en suis à l'étape du MVP, pardon. Donc, j'ai vraiment testé les choses. Je prends le temps. Le temps est mon ami, donc je prends le temps de bien solidifier toutes les bases, de bien faire les choses correctement. Et là, normalement, c'est l'année de la croissance et du développement. Super. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours? Oui, bien sûr. Les difficultés que j'ai rencontrées dans mon parcours, honnêtement, c'est déjà le syndrome de l'imposteur. Vraiment, ça, c'est la plus grande difficulté à laquelle j'ai dû faire face. Parce que quand on est face à soi-même et quand on... En fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un juste milieu entre l'action et la réflexion.
Et c'est ce qui m'a aidé, moi, à dépasser, en tout cas, le syndrome de l'imposteur, de pouvoir me sentir légitime à ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Ensuite, on ne va pas se mentir aussi, les obstacles, c'est d'être une femme dans l'immobilier. Ce n'est pas évident du tout. Et comment j'ai rebondi par rapport à ça, je me suis très, très bien entourée. On va pas, voilà, ça a été une des raisons qui m'a fait dépasser tout ça, et notamment d'hommes. Parce que moi, je suis convaincue pour le coup qu'on arrivera à dépasser les choses main dans la main avec les hommes. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Ouais. Sur ces beaux mots, on va passer à la session de questions-réponses. Merci beaucoup pour ton parcours, Amel. C'est très enrichissant. Merci. Alors, nous allons passer à la session de questions-réponses et nous avons une question pour Damien de la CCI. Alors, Damien, est-ce que vous pouvez vous reconnecter? Oui, alors, est-ce qu'il y a un accompagnement, formation spécifique sur la reprise d'entreprise? Oui, c'est une très bonne question parce qu'un moyen de faire de l'entrepreneuriat, c'est de créer, mais c'est aussi de reprendre des entreprises. Donc, merci pour la question. Et on a une cellule régionale avec une dizaine de personnes sur la croissance externe, sur la reprise et sur la transmission. Donc, c'est un vrai sujet. On cherche pour vous des entreprises à vendre. On cherche pour les vendeurs des entreprises avec des acheteurs derrière. Et la croissance externe, quand on a une entreprise et la reprise d'entreprise, est une très belle solution d'entrepreneuriat. Vous avez totalement raison. Je ne l'ai pas dit parce que je ne pouvais bien sûr pas tout dire. Et quand je disais qu'on accompagnait de A à Z, derrière le Z, il fallait effectivement penser à la transmission et dans le A aussi, penser à la reprise d'entreprise. Merci pour la question. Et vous avez toutes les infos. Je ne vais pas détailler plus que ça, mais vous avez vraiment toutes les infos sur le site internet de la CCI de Paris. Merci pour cette réponse complète. Alexandra, comment faire pour trouver l'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle? Vaste question, mais Amel, le témoignage d'Amel, il répond parfaitement. Je crois qu'effectivement, cet équilibre, il est singulier voilà, à chacune d'entre nous. C'est de bien déterminer ce que l'on souhaite avoir, si on a des enfants, si on n'a pas d'enfants. Il y a des phases de vie dans la vie de l'entreprise qui sont plus consommatrices de temps que d'autres. Donc, il faut savoir aussi quel investissement de sa vie personnelle on est prêt à faire. Et je dirais, il y a un point important également, c'est vous partez pour un marathon. Vous partez pas pour un sprint. Et on a tendance à tout donner quand on crée la société. Attention à ne pas vous cramer de manière familière parce que c'est vraiment un marathon et que la route va être longue et que, comme il était dit précédemment, bien savoir où sont ses propres limites permet aussi de se fixer des règles et de s'y tenir, notamment vis-à-vis de cet équilibre personnel et professionnel. Voilà. Après, c'est singulier, j'avoue. J'ai 2 enfants, personnellement, j'ai beaucoup travaillé. Je sais que je n'étais pas avec eux pour le goûter. Voilà. Maintenant, j'ai passé du temps qualitatif de manière différente. Après, c'est aussi votre cadre personnel qui fait, vous êtes tout seul, vous êtes à 2 et vous ajustez, je dirais, les choses en fonction de ça. Merci beaucoup. Fanta, je me retourne vers vous. Est-ce qu'on peut être accompagné à n'importe quelle étape du projet? Donc, autant dans la phase de lancement que quand on est lancé, qu'à l'étape de l'idée. Est-ce que vous pouvez vous connecter, Fanta? Oui, désolée, j'ai un peu de mal avec le va-et-vient. Il n'y a pas de problème. Oui, ma réponse était oui, 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 oui et oui, tout le long de sa vie d'entrepreneur. Il est judicieux, il est réconfortant de pouvoir s'appuyer sur un accompagnement. Ça peut être du mentorat, ça peut être du coaching selon le stade où on en est. Je peux vous énumérer quelques objectifs que mes propres clients m'ont déposés en matière d'accompagnement. Il y a trois types d'objectifs. Il y a l'objectif qui concerne le dirigeant, les objectifs de coaching, Bien sûr. avec sa casquette de dirigeant. Il y a les objectifs avec la casquette de leader et les objectifs avec la casquette de manager. Quand on est dirigeant, les exemples d'objectifs de coaching portent sur l'organisation du temps de travail, confère la question qui a été posée, à laquelle Alexandra a répondu, équilibre vie privée, vie perso.
Il y a se définir un plan stratégique annuel, parce qu'on ne part pas à l'aveugle, on planifie les actions prioritaires sur un calendrier. Développer son entreprise, c'est aussi un autre objectif que se fixe le dirigeant. Ce sont des exemples d'objectifs. Quand on prend la casquette de leader, comment est-ce que j'amplifie mon charisme personnel, comment j'améliore ma confiance en moi, comment je me crée un réseau. Moi, à titre personnel, je me suis entourée d'un board que j'ai composé de profils complémentaires, que je sollicite tous les mois sur des préoccupations professionnelles, business, mais également personnelles. J'aborde ces questions d'équilibre, ça peut m'arriver. Question de leader toujours, exprimer sa vision, structurer ses nouveaux projets, par exemple. Casquette manager, les questions vont porter sur à qui je délègue, comment j'améliore la délégation, comment je gère les conflits avec un partenaire, avec un stagiaire, pourquoi pas, avec un alternant, parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, on peut faire appel à ce genre de ressources pour nous soutenir. Excusez-moi de vous couper, quelques petits derniers mots, Fanta, parce qu'il est déjà 12h, il nous reste une dernière question pour Damien. Est-ce que vous pouvez conclure sur la question? Bon, Damien, du coup, dernière petite question. Existe-t-il des financements pour la formation en continu des formateurs? Excusez-moi, Fanta, de vous avoir coupé. Il est déjà 12h03. On va devoir bientôt terminer. Oui, Damien. Des financements pour les différentes formations qu'on fait, c'est ça? Oui, effectivement. Financement pour la formation continue des formateurs, effectivement. La plupart de nos formations, elles sont prises en charge par le CPF. Notamment quand vous êtes jeune créateur et donc porteur de projet, vous pouvez faire appel à votre CPF et du coup vous faire financer les différentes formations dans ce biais-là, que ce soit le stage 5 jours, comme les formations commerçants, comme les formations porteurs de projet, etc. Donc là-dessus, les 3/4, j'allais dire, de nos formations sont prises en charge par le CPF, car elles sont Calliope. Pardon de ce terme technique, mais ça veut dire qu'elles sont soumises à un cahier des charges de qualité et mandatées par l'État pour un certain nombre d'entre elles. Ok, merci beaucoup Damien, merci Fanta, merci Alexandra, Amel et Chiara. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, on est désolé mais le temps nous presse. Merci pour la participation de ce deuxième webinaire. On se donne rendez-vous très vite pour les prochains. Merci à tous et à bientôt.